Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je sors chaque année qui va vous donner mon avis sur le tableau de Roland-Garros, tout savoir, ou en tout cas je vais essayer de vous donner toutes les clés pour comprendre ce tournoi de Roland-Garros. Cette édition 2023 sera une édition assez historique d'une certaine manière, car évidemment le roi espagnol Rafael Nadal n'étant pas présent, et n'étant pas, le shérif n'est plus dans la ville si vous voyez ce que je veux dire, et donc un nouveau gagnant, ou peut-être pas d'ailleurs, va peut-être pouvoir s'adjuger un tournoi du Grand Chelem Roland-Garros. Le tournoi est assez ouvert chez les garçons, même si il y a des favoris qui se sont clairement détachés, mais les favoris ont évolué à travers le temps, c'est-à-dire qu'au tout début, il y avait des favoris vraiment évidents. Puis après, les semaines ont avancé, il y avait des favoris qui se sont un petit peu, voilà, ils ont un peu reculé selon moi, et d'autres qui ont, de façon incroyable, pris d'énormes performances ces derniers temps, et on va essayer de vous donner toutes les clés. Alors on va commencer avec, je vais vous faire le tableau dans l'ordre, je ne vais pas revenir sur tous les joueurs, je vais revenir sur les joueurs principaux, évidemment. Le numéro 1 mondial sur ce tournoi, c'est Carlos Alcaraz, tête de série numéro 1. Carlos Alcaraz, c'est la révélation du circuit depuis déjà un peu plus de 2 ans maintenant. C'est un joueur qui a explosé, qui a déjà remporté un tournoi du Grand Chelem puisqu'il a remporté l'US Open. Et c'est un joueur qui a une tendance, il faut le savoir, à se blesser un peu trop, sans tomber dans le phénomène Rafael Nadal de je me blesse et vraiment je me casse le corps en 25 000 morceaux. Mais c'est vrai qu'il a un début de carrière où il a eu pas mal de petits soucis. Jamais des choses très graves, on n'est pas comme je dis comme Rafa où vraiment des choses se cassent dans tous les sens et le pied, tout ce que vous voulez. Là c'est plutôt des petites blessures mais il les accumule, ce qui fait qu'il a souvent des petites périodes où il n'est pas là, etc. Et il est très jeune. Bon, donc ce qui fait que son corps se répare très vite et quand il revient, il est à nouveau extrêmement performant. C'est un joueur qui a déjà gagné un tournoi du Grand Chelem. Il sait donc comment gagner un tournoi du Grand Chelem. Maintenant c'est Roland. Roland, on le sait, ça a une importance particulière en Espagne, vu tout ce qu'a fait Rafael Nadal. Et donc je pense que Carlos Alcaraz va vouloir bien figurer dans ce tournoi. L'année dernière, il n'avait pas été aussi exceptionnel qu'attendu. Je rappelle que l'année dernière, Rafael Nadal remporte le tournoi, mais surtout, ceux qui ont vraiment brillé, ça a été des Félix Auger-Aliassime, des Alexander Zverev, qui ont été éliminés par Rafa pour les deux. On a eu ici un fabuleux match avec Novak Djokovic, qui était assez déroutant. Et d'autres joueurs d'ailleurs qui se sont, voilà, qui ont performé à peu près, les Tsitsipas, c'est ce que vous voulez, les Ruud, Rune, ce que vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, des joueurs qui se sont... C'était Carlos, en tout cas, on l'attendait beaucoup plus haut, voire même peut-être être celui qui allait aller en finale. Enfin voilà, on en espérait beaucoup et il avait été un peu décevant. Je pense pas, personnellement, moi, qu'il va passer à côté 2 fois, je n'y crois pas. Et donc, je pense que cette année, il ne va pas laisser passer sa chance parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas le shérif en ville, donc ça vaut le coup d'aller chercher ce tournoi. Il a une partie de tableau qui est quand même assez rude, il faut le dire. Hein, sa partie de tableau, honnêtement, elle fait peur. Mais elle fait peur et en même temps, on en a eu des joueurs qui ont eu parfois des parties de tableau, je pense à Novak, où parfois il y avait des parties de tableau où tu sais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe. Puis après, un peu des phénomènes miraculeux, il se retrouve avec plus personne sur son chemin. Là, on verra bien ce que ça donne, mais si jamais on se projette, bon, dans sa première partie, dans les premiers tours, on va même pas en parler, il n'y a rien, vraiment. Et je dirais que le premier gros nom qui est cité, c'est évidemment Cameron Norrie. Mais Cameron Norrie devra battre Benoît Paire, ce qui me semble être relativement pesable, en tout cas on l'espère pour lui. Donc je pense que là, honnêtement pour moi, je ne vois aucun nom de toute la liste, de tous ceux qu'il y a là, pouvoir performer et faire quelque chose qui puisse embêter Carlos Alcaraz. Voilà. Dans l'autre partie de tableau de cette partie-là, il y a 2 joueurs. Il y a Félix Auger-Aliassime, qui n'est plus, désolé de le dire comme ça, mais le Félix Auger-Aliassime qui a fait un match exceptionnel face à Rafael Nadal l'année dernière. Il est dans un petit creux de la vague, il avait même essayé d'aller jouer à Lyon pour se remettre un peu, etc. Voilà, c'est pas aussi impérial, donc je pense que Félix ne sortira pas de cette partie de tableau. Et donc celui qui va sortir de cette tableau, alors il y a d'autres joueurs qui peuvent être intéressants, il y a du Diego Schwartzman par exemple que peut-être vous avez connu il y a quelques temps, mais qui est plus aussi impérial que ce qu'on a connu, hein, faut le dire. Il y a John Isner par exemple, on sait que c'est toujours chiant de jouer John Isner parce que c'est un grand serveur, etc. Donc c'est toujours un peu chiant, mais bon voilà, il est du côté. Et vous avez le joueur de cette partie de tableau qui sera certainement donc l'adversaire, le premier gros adversaire de Carlos Alcaraz, c'est Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas, je rappelle, quand même fait d'armes, il menait de 2-7-0
en finale de Roland Garros face à Monsieur Novak Djokovic. Le monsieur, d'accord? On place le personne, monsieur, bonjour. Malheureusement, il n'a pas gagné, je le rappelle, hein, parce que voilà, ça a été terrible. Novak l'a oublié, il semblerait. Ah, il l'a oublié. Ouais, il l'a oublié. Non, je plaisante, mais bon, ça fait, ça, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, c'est ce qu'il avait déclaré à l'Open d'Australie pour ceux qui se souviennent, puisqu'ils se sont croisés à l'Open d'Australie. Stefanos, c'était la pépite de ce début d'année. Voilà, si vous voulez un contexte, c'est la pépite de ce début d'année. Pourquoi? Parce qu'il était sur une énorme série de victoires juste avant d'arriver à l'Open d'Australie, puis malheureusement, au dernier moment, à la finale de l'Open d'Australie, il n'a pas réussi à conclure et c'est Novak Djokovic qui s'est imposé. Si je compare avec Carlos Alcaraz tout à l'heure, Carlos Alcaraz, lui, il a gagné cette année des Master 1000. Il n'a pas gagné encore de Grand Chelem, puisqu'évidemment il n'a pas gagné l'Open d'Australie, puisqu'il n'y a même pas participé. Mais par contre, il a gagné des Master 1000, il récupère, c'est-à-dire qu'il est tenant du titre et il conserve son titre. Ça veut dire que même quand il est attendu comme étant favori, il conserve son titre. Stefanos cette année, ça a été beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Alors déjà parce qu'il y a un autre homme extrêmement en forme qui a tout raflé. Le pauvre, enfin qui a mis à mal beaucoup de gens sur le circuit. On en parlera à la toute fin de la vidéo puisqu'il est tout à la fin. Mais ça n'a pas été facile. En fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est que si jamais tu veux exploser pendant une période, il faut qu'il y en ait un autre qui explose moins, etc. On se souvient notamment il y a un an quand Rafa gagne tout jusqu'à quasiment jusqu'au premier tournoi, jusqu'à la fin de la tournée américaine, jusqu'au milieu de la tournée américaine, où là il se blesse, il est obligé de s'arrêter, et après il a une saison sur terre un peu compliquée jusqu'à Rome, où c'est compliqué aussi, et puis Roland Garros. Bah là, c'est un peu, voilà, Stefanos, c'est le joueur qu'on espère voir faire quelque chose. Moi, je savais que c'est un joueur que j'apprécie, je sais que c'est un joueur qui n'est pas aimé sur le circuit, parce que déjà, ses parents sont infects, il faut le dire, c'est infernal, parce que c'est compliqué, voilà, il a un entourage qui est pas évident, ce qui d'ailleurs, de mon côté, je trouve que ça a beaucoup de valeur quand même de réussir à malgré que tu as un entourage qui est peut-être pas forcément extrêmement favorable, et bah tu arrives à faire des choses qui sont extra-optionnelles, c'est quand même à souligner, et là-dessus, moi personnellement, je suis très admiratif de ce qu'il peut faire. Je trouve que c'est un joueur qui a une belle main, et surtout, sa surface de prédilection, c'est la terre battue, c'est sa surface. Et donc j'espère moi qu'il va pouvoir nous offrir un excellent match face à Carlos Alcaraz parce que je ne vois pas de scénario où nous n'avons pas ce match. Et ce match-là, je pense, sera excellent. On verra les conditions de jeu. J'espère qu'on ne se trouvera pas comme à Rome où il y avait de la pluie, donc c'était de la terre battue qui était très différente de celle qu'on devrait avoir. Normalement, on devrait avoir, point météo, on devrait avoir une terre battue relativement, voilà, avec beaucoup de chaleur. Alors, sans tomber dans des 40 degrés, etc. Mais je crois qu'il fait une chaleur entre 25 et 32 degrés, ce qui est très bien pour jouer sur la terre battue. Donc on va probablement avoir du bon spectacle en espérant que la deuxième semaine soit du même acabit. Mais pour le moment, on partirait sur une première semaine plutôt sympa. Question temps. Bon, en tout cas, voilà, parce que Rome, pour ceux qui ont vu le tournoi de Rome, c'était de l'aquagym. Le truc. Incroyable. Les matchs s'arrêtaient toutes les 10 minutes, c'était infernal. Bon, les pauvres. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui se sont moqués en disant c'est une honte, machin, etc. Je rappelle que quand Roland n'avait pas de toit, mais on était à la rue totale. Hein. Il y a eu des fois, on a dû terminer dans des conditions terribles, on a dû continuer le lendemain, on a dû faire... Enfin, c'était du grand n'importe quoi parfois, mais bon, on n'avait pas trop le choix, surtout dans des tournois qui sont aussi importants. Donc voilà. Donc voilà, et ce match-là, ce sera le match le plus attendu. Je vais pas vous donner tout de suite, voilà, moi je vous ai déjà donné que je pense que Carlos Alcaraz, il va pas laisser passer la chance, et pour moi il va étrier tout le monde, mais... Voilà, ça sera le gros test à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il y a une partie de tableau là qui est assez rude. La première partie, vous verrez que la deuxième n'est pas du tout au même niveau. On passe ensuite à au deuxième quart voilà, de tout ça. C'est Novak Djokovic qui est donc numéro 3 mondial, enfin numéro 3 pour tête de série, et numéro 3 mondial. Que dire ce Novak Djokovic? Novak Djokovic, selon voilà, ce qu'on voit, aurait, j'utilise un conditionnel, aurait une gêne. On utilise encore un conditionnel et encore une expression de cette chose, une gêne au coude. Il porte une coudière, voilà. Alors je rappelle que c'est la seule blessure connue de Novak qui l'avait obligé à s'arrêter parce qu'il avait dû se faire opérer, parce que là, toutes les médecines parallèles auxquelles il croit, parce que je rappelle que c'est quelqu'un qui croit que par exemple, si vous y croyez suffisamment fort, vous pouvez rendre l'eau pure, par exemple, des choses comme ça, enfin voilà. Quand même un package assez impressionnant, mais bon, peu importe. Et en tout cas, il avait tout essayé, mais là, ça passait pas. On lui a dit, non mais là, faut que tu arrêtes, il faut que tu ailles te faire opérer. Et il s'est fait opérer, il a eu du mal à s'en remettre, etc. Et après, il est redevenu en mode good, sans problème, il n'y a pas de problème. Donc, bon. C'est vrai qu'il n'a pas eu une saison sur terre battue extrêmement performante. Il a été décevant, souvent. Il fait bien sûr des performances qui sont tout à fait très bonnes, hein. Voilà, ça reste Novak.
Mais on aurait pu s'attendre à que ce tournoi, à que cette saison sur Terre soit peut-être une saison dans laquelle voilà, il monte en puissance. Par exemple à Rome, on a pu être déçu parce qu'à Rome, on s'attendait vraiment à qu'il aille le chercher ce tournoi et ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est comme ça. On verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il arrive avec un peu de certitude. Mais par contre, ce que je vous ai dit sur Carlos Alcaraz tout à l'heure, sur le fait que Carlos Alcaraz a déjà su gagner un grand chelem, donc il sait faire. Tsitsipas ne sait pas faire. Je reprends mon exemple. Et bien un autre qui sait bien faire, alors là pour savoir faire, il sait faire, c'est Novak. Et Novak, il sait faire. Novak, il sait gérer son corps pendant 2 semaines. Novak, il sait gérer les efforts pendant 2 semaines. Il connaît le système des 3-7 vraiment très très bien, et avec les 5-7 et tout ce que vous voulez. Bref, c'est un joueur qui a l'habitude. Et il a le 23e, bien sûr, au bout de sa raquette. Alors, j'ai déjà entendu il ne va pas laisser passer sa chance d'avoir le 23e. Alors c'est vrai, ceci étant, je vais quand même le dire, Novak n'a aucune raison selon moi de se péter le coude à Roland Garros. S'il fait ça, c'est débile. Parce qu'il est ultime favori pour jouer Wimbledon. Il est ultime favori. Je ne sais même pas quelle va être la façon dont on va présenter les choses. Je ne vois pas quel joueur sur gazon va aller chercher Novak Djokovic. Je ne vois pas. Donc, Novak va faire de son mieux, évidemment, parce que c'est un grand joueur. En plus, bon, il a une tendance, bon ça, voilà, mais on l'a vu à l'Open d'Australie, il avait une blessure, et au final, en jouant, ça s'est résorbé. Voilà. Mais là, voilà, ça va... C'est une gêne. On ne sait pas trop ce que c'est comme gêne, en plus, on ne sait pas. On n'a pas d'infos, on n'a rien, on n'a pas d'infos. Donc, on ne veut pas donner de... Voilà, mais bon. En tout cas, il porte une coudière, voilà. C'est ce qu'on peut dire, c'est qu'il porte quelque chose. Qui, voilà, peut l'aider, peut-être, à soulager quelque chose, on verra bien. Mais en tout cas, bon, Novak, il est dans cette partie de tableau avec du Carlos Alcaraz et du Stefanos Tsitsipas. Donc il devra prendre le gagnant des deux, si jamais on reste sur ma théorie. Novak, lui, dans sa partie, dans son morceau, à lui, qu'est-ce qu'il a? Alors là, justement, si je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il a pour moi un vrai parcours de santé. Il y a un super premier tour qu'il ne faudra pas rater. J'espère moi que je ne serai pas au boulot parce que si je suis au boulot, je suis dégoûté. Alors déjà, je vous conseille, moi, personnellement, d'aller voir Lucas Van Hache contre Marco Cecchinato qui sera au premier tour parce que c'est un Français et c'est un peu l'avenir. C'est-à-dire qu'il va vous y préparer parce que les Richard Gasquet, je pense que c'est son dernier, enfin son avant-dernier Roland Garros parce qu'il restera le prochain et après les JO. Donc il va falloir s'habituer que ces joueurs que vous avez connus, les Gaël Monfils, les Richard, etc., soient plus présents sur le circuit. Parce que là, on arrive vraiment au bout du bout. Vous allez voir Richard sur les matchs en 5-7, c'est chaud. Mais là, moi, j'aime beaucoup Lucas Van Hache et j'adore Arthur Fils qui, au moment où je tourne cette vidéo, est en finale à Lyon. On espère, je lui souhaite qu'il remporte la victoire, je lui souhaite. S'il ne l'a pas fait, je le regrette, mais en tout cas, vraiment, très très belle performance à lui. Qu'il ait gagné ou qu'il n'ait pas gagné, peu importe, mais en tout cas, très belle performance. Et il va affronter Alejandro Davidovich Fokina, qui est un excellent joueur et qui en plus adore les excellentes ambiances, adore donner des matchs épiques. Ce match-là, le match Arthur Fils Fokina, va être exceptionnel. Ce sera peut-être le meilleur match de cette période-là, du premier tour. J'ai aucun doute parce qu'il y a beaucoup d'affiches qui sont très déséquilibrées, mais celle-ci, elle a l'air géniale. Si je continue mon petit à descendre, derrière vous avez un David Goffin qui ne sera pas pour moi quelque chose de différent. Et après vous avez un Hubert Hurkacz. Bon ok, je ne le vois pas absolument être capable de tenir tête à Novak Djokovic. Donc pareil, il va le démolir. De l'autre côté vous avez donc un Karen Khachanov. Voilà, bon écoutez, je ne trouve pas que ce soit particulièrement impressionnant. Un Stan Wawrinka, je ne le vois pas sortir de cette partie de tableau, même si j'aimerais bien, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, humainement, que j'aime beaucoup. T'as un Daniel Evans, pareil, ça sortira pas de façon exceptionnelle pour aller battre un Novak. Ben Shelton, même si je sais que sur la chaîne de Winamax, la piche aime beaucoup, voilà, je pense qu'à mon avis, voilà, il ne faut pas trop d'illusions non plus. Le face à Novak Djokovic, ça ne passe pas. On a les Français, Hugo Humbert, Adrian Manarino. Hugo Humbert qui est le numéro 1 français. Aucun des deux ne peut prétendre faire quelque chose pour moi, selon moi, hein, évidemment. Hein, j'ai pas une boule de cristal, mais je me permets. Contre évidemment Novak Djokovic. Et dans cette partie de tableau, vous avez Roublev. Roublev, un peu la surprise, qui a fait une saison sur la battue plutôt très honorable, bravo à lui. Mais le voir battre Novak Djokovic me paraît en format là, 3-7, gagnant et tout. Donc pour moi, Novak, il a une partie de tableau, c'est de la rigolade. En fait, ça va coincer ça peut coincer quand il va se taper en demi notre ami Carlos Alcaraz ou notre ami Stefanos Tsitsipas. Et encore, parce que si c'est Stefanos, Novak l'a déjà battu, il l'a battu il y a quelques mois. Et Carlos Alcaraz, ça on sait pas, mais Carlos Alcaraz l'a déjà battu sur terre battue notre ami Novak. Donc, je vois pas Novak, même à Novak diminuer,
ne pas sortir de cette partie de tableau, quoi. Il va sortir. Et donc s'il sort, eh ben, il va aller s'imposer. Il va aller s'imposer en plein, il va commencer, vous voyez, il va s'habituer, etc., etc. Il va vraiment peaufiner son jeu. Et donc je pense que sa blessure, on n'en entendra plus parler au fur et à mesure, et vous verrez, il va jouer de mieux en mieux. Et donc ça veut dire que quand Carlos Alcaraz va venir chercher Novak, si on reste sur ma simulation, on va avoir un excellent Novak, un excellent Carlos, qui seront tous les deux au sommet de leur art. Et je pense que ça peut faire un excellent match, si jamais c'est bien les deux qui se retrouvent l'un face à l'autre. Et moi je serais quand même pour Carlos Alcaraz battre Novak Djokovic. Parce que ouais, je pense que sur terre battue, il est meilleur que Novak Djokovic. Je n'aurais pas dit la même chose évidemment sur un autre tournoi, mais sur là-dessus, je pense que ça marche. On rentre dans la troisième partie de tableau. Holger Rune. Bon, Holger Rune, numéro 6 mondial, excellente saison pour lui, mais bon, voilà, est-ce qu'il peut vraiment tenir le choc d'un tournoi du Grand Chelem? Pour le moment, pareil que Stefanos, nous n'avons pas la certitude qu'il en est capable. Il a des trous d'air, les 3-7 gagnants, c'est quand même physiquement et sur une quinzaine, même si les Master 1000 maintenant se rapprochent un peu de cette cadence-là parce qu'ils sont sur 10 jours, etc. Mais malgré tout, c'est quand même une configuration qui est différente et pour le moment, il n'a pas prouvé, c'est pas une assurance vie, malheureusement pour lui. Dans cette partie de tableau, il va être quand même relativement tranquille quand même. Tu as du Gaël Monfils qui ne sortira pas de sa partie de tableau, faut être très clair. Ensuite, vous avez du Kekmanovic, pareil, c'est pas du tout, je trouve, hyper menaçant. Du Cerundolo, pas menaçant. Qu'est-ce qu'on a? Du Benjamin Bonzi, du Richard Gasquet, pas menaçant. Et on a Taylor Fritz. Je serais parti de dire que je pense qu'un Taylor Fritz pourrait sortir cette partie de tableau de façon assez étonnante parce qu'il n'est pas favori. Mais pour moi, il peut aller taper un Holger Rune sur un match en 3-7. Moi, Taylor Fritz, c'est un joueur que j'adore. Donc j'espère moi qu'il sortira de cette partie de tableau qui est vraiment facile pour aller se faire un super match contre Rune. Et j'aimerais bien avoir ça et j'aimerais bien le voir sortir Rune. Je pense qu'il en a les moyens. Ensuite, encore une autre partie de tableau. Donc vous avez Tommy Paul. Tommy Paul, joueur qui est super, qui a une belle progression et une belle régularité depuis plusieurs mois maintenant, même plus d'1 an et demi, 2 ans. Donc bravo à lui. On verra bien ce que ça donne sur ce tournoi. En tout cas, moi personnellement, je pense que dans sa partie pareil, il devrait pouvoir quand même se sortir de pas mal de choses. Il n'y a pas vraiment des choses hyper intéressantes à relever. Mais dans sa partie, donc il va tomber après sur Casper Ruud. Casper Ruud, bon, bon joueur aussi, hein, très bon joueur. Il fait une très bonne saison pour le moment. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que par contre il peut vraiment, pareil, sortir de cette partie de tableau numéro 1? Moi je pense. Par contre, si je reste sur ma théorie, moi je vois bien un Taylor Fritz sortir même de cette partie de tableau. C'est-à-dire aller même chercher, pourquoi pas un Casper Ruud. On verra bien ce que ça donne, hein. On verra bien ce que ça donne. Mais franchement, je pense qu'un Taylor Fritz pourrait sortir d'une partie de tableau avec un Holger Rune et un Casper Ruud sans forcément que ce soit surprenant. Donc voilà, ça c'est une partie de tableau qui est... Il y a vraiment 3 favoris, c'est Holger Rune, Taylor Fritz et Casper Ruud. Et je sais pas qui va sortir de ce truc là, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Malheureusement, par contre, en termes d'affiches, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous proposer, ce que je vais pouvoir vous conseiller. Il y a Richard Gasquet contre Arthur Rinderknecht, qui est un bon joueur, mais honnêtement, je pense pas qu'on va se régaler non plus, un point incroyable. Ce sera sympa, hein, évidemment, mais je vois pas d'affiche vraiment exceptionnelle que je vous conseillerais. Après, si jamais, par exemple, mon fils passait le premier tour, il tomberait contre Rune au deuxième tour. Bon, voilà, mais honnêtement, ce sera pas un cadeau, hein, faut être très clair. Ensuite, on passe à la dernière partie du tableau, donc avec Yannick Sinner. Sinner, bon profil sur terre battue, qui est capable vraiment de faire des bonnes choses, mais même chose que je vous dis tout à l'heure, il n'a toujours pas gagné le tournoi du Grand Chelem et n'a pas encore brisé ce plafond de verre de j'ai les 3-7 gagnants, je dois aller jusqu'au bout, nanana, c'est compliqué. Mais c'est un joueur qui monte. Pour information, moi je vous conseille d'aller voir ces matchs parce que c'est un joueur dont on va entendre parler, je pense, pendant toute la décennie qui arrive. Il a un gros potentiel, il joue bien, il est motivé, il est bien accompagné, c'est un bon joueur. Donc je pense que sur ce tournoi, je pense pas qu'il ait les armes pour s'imposer. Par contre, même si j'aimerais bien, parce que c'est un joueur qui peut performer sur terre battue, mais voilà, peut-être qu'à l'expérience, ça va manquer un petit peu, surtout que dans cette partie de tableau. Alors là, donc il y a du Grégor Dimitrov, je pense qu'il a quand même les armes pour passer du Dimitrov. Et là, on a un peu les inconnus. Alors les inconnus, on a quoi? On a Alexander Zverev. On ne sait pas où il en est. C'est un peu l'épouvantail, hein, sa partie de tableau. Il est tête de série numéro 22. Je rappelle, le match contre Rafa qui s'arrête sur blessure est peut-être l'un des plus beaux matchs qu'on avait eu l'année dernière. Après celui avec Daniil Medvedev contre Rafa. C'était vraiment incroyable. Quand ça s'est arrêté au deuxième set, c'est vraiment, mais j'étais au plus grand malheur parce qu'on était en train d'assister à un match exceptionnel. Peut-être l'un des plus grands matchs qu'on avait pu avoir à Roland-Garros, c'est pour vous dire. Mais qui s'est arrêté malheureusement trop tôt. Voilà, mais il n'arrête pas de répéter dans les interviews, pour ceux qui suivent très bien la carrière de Zverev, qu'il joue mal. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas nous, hein, c'est lui qui le dit. Je joue mal, je suis pas bon, je suis pas au niveau, blablabla, blablabla. Voilà, il est très clair là-dessus, il est
très clair et en même temps, voilà, moi je pense qu'il est en capacité de faire mieux que ce qu'il nous dit et j'espère qu'il fera mieux que ce qu'il nous dit. En tout cas, on l'espère. Dans cette partie de tableau, pour information, il y a Hugo Gaston. Hein, Hugo Gaston qui a triché lors d'un dernier tournoi, donc je pense qu'il va se faire pourrir sur le circuit, enfin sur le cours. En tout cas, je pense que ce sera partie des Français qui ne seront pas encouragés. Voilà, il ne sera pas encouragé, je pense pas. En tout cas, j'y crois pas. Ensuite, dans les choses qui font de la peine, évidemment, c'est Dominic Thiem, qui n'est ni tête de série, évidemment. Hein, il est rentré au tout dernier, il n'a même pas reçu de wildcard, etc. Je ne veux pas revenir dessus. Au final, ça a bien tourné, tant mieux. Dominic Thiem, il est, voilà, moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup, que j'aimais énormément et il n'est pas du tout, voilà. Et surtout, bon, il se tape, donc Pedro Cachin. Mettons qu'il passe. Derrière, je ne le vois absolument pas passer à Coric. À Coric, moi j'adore ce joueur, donc je pense que Coric, il va nous faire sortir des choses sur ce tournoi. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Je vais essayer de voir le maximum de ses matchs à Coric selon mon travail, etc. Ce que je vais pouvoir voir. La semaine prochaine, c'est bien parce que j'ai un emploi du temps hyper léger, parce que j'ai plein d'élèves qui sont en stage, donc je vais pouvoir regarder plein de choses, je pense. Et je vais me régaler parce que ça fait partie des joueurs que je vais vraiment suivre sur ce tournoi. Je vais essayer d'en suivre évidemment le maximum, mais lui, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère qu'il va pouvoir sortir peut-être de ses parties de tableau, pas totalement, mais en tout cas de la partie là avec Dominic Thiem, avec, comme j'ai dit, il y a du Draper, il y a du Dominor. Moi, je le vois sortir sans problème. Ensuite, vous avez Wolf, ouais, on s'en fout. Quentin Alice, pas de potentiel. Et par contre, Daniil Medvedev. Et là, on y arrive. Alors, Daniil Medvedev, jamais au grand jamais, mais de toute ma vie, vous m'auriez entendu dire, Daniil Medvedev, il peut potentiellement espérer faire quelque chose à Roland-Garros. Il déteste, il veut pas venir, il boude, il n'aime pas, voilà. Et là, on sait pas trop. Il a réussi à se trouver un nouvel entourage et qui a, je sais pas comment, quel miracle, lui a dit: tu sais, t'aimes pas la terre battue, mais en fait, t'as décidé que t'aimais pas. Pourquoi t'aimes pas? Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'argumentation, c'est pas très argumenté. Il a dit: bah essaye et tu vas voir. Alors, il aime toujours pas, non, ça n'a pas changé. Mais par contre, maintenant, il a compris qu'il pouvait performer sur cette surface. Et donc maintenant, eh ben, il performe, c'est-à-dire qu'il ne boude plus. Il ne se dit pas: j'en ai rien à faire et je ne me donne pas à fond. Ça veut dire que Daniil Medvedev, parce qu'on parle beaucoup, donc là, voilà, Daniil Medvedev, est-ce qu'on le casse dans les favoris? C'est-à-dire que pour moi, il y a Carlos Alcaraz en 1, Novak Djokovic en 2, quand même en dessous, mais en 2 à cause du contexte, comme je l'ai dit depuis le début de saison. Et pour moi, je mets Daniil en 3. Je mets Daniil en 3. Et c'est étonnant, parce que Daniil n'est pas un joueur de terre battue. Alors, il a surperformé à Rome. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, le tournoi de Rome, c'était un truc, mais la pluie. Ce qui fait que les conditions sur terre battue n'étaient pas vraiment des vraies conditions sur terre battue. C'était pas totalement ça. C'était pas totalement ça. Et donc, Daniil, oui, ok, il a surperformé à Rome, très bien. Mais malgré tout, Roland, ça sera différent. La terre battue, ça sera différent. Mais moi, je pense qu'il en est tout à fait capable, Daniil. Tout à fait capable. Et lui, alors si vous reprenez mon lexique depuis le début de la vidéo, vous avez dû comprendre, lui, il sait gagner les tournois du Grand Chelem. Il sait faire. Il a battu Novak Djokovic en 3-7 à l'US Open. Pas tout le monde peut dire ça, tu vois. Et 3-7 sec. Terminé, au revoir, bonsoir. Alors c'était une saison où Novak avait tout donné, il était sur le point de faire le Grand Chelem calendaire, il était épuisé au bout du bout, clac, allez hop, terminé, au revoir, bonsoir. Mais quand même, il l'a fait. Et il est allé en finale de l'Open d'Australie. Alors il n'a pas gagné contre Rafael Nadal, mais il a offert un spectacle incroyable. Voilà, donc bravo. Et donc Daniil, moi je pense que là, cette saison, il y a un vrai coup à jouer. Il a un vrai coup à jouer. Parce que dans sa partie de tableau, il a de la chance. Il n'est pas avec Novak, il n'est pas avec Carlos et il n'est même pas avec Stefanos. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les principaux épouvantails sur terre battue, etc., il les a pas avec lui. Alors ok, il a Sinner. Ok, il a Sinner cette partie. Très bien. Mais alors, je le vois, moi, potentiellement, aller se chercher un Sinner. Sans problème. Vraiment. Il y a un Coric. Ça sera un sacré client. Je pense que ce sera un super match. J'adorerais voir ce match. J'espère qu'on l'aura. Ça sera trop bien. Grattez-le pas. S'il y a ça à voir, il faut le mettre en priorité sur votre chaîne de télé. Obligé. C'est trop, ça sera trop bien. Mais Daniil Medvedev, j'aurais jamais, mais jamais dit. Je pense que si on peut aller revoir mes vidéos de l'année dernière ou de l'année d'avant, j'ai dû vous dire un truc du style: Daniil Medvedev, il aime pas la surface, il aime pas, il boude, etc. La même chose que je vous ai dit là. Mais là, cette année, il fait plus ça. Donc, en fait, quand on juge, parce que j'ai eu beaucoup de gens dire: Daniil, de toute façon, il peut pas gagner un Roland-Garros, c'est pas possible là. Mais en fait, il les jouait pas vraiment, les Roland-Garros. Enfin, il les jouait pas vraiment. Il les jouait, mais il boudait, il était pas à fond, etc. Allez voir quand il va jouer un Open d'Australie ou je sais pas quoi, ou un US Open et qu'il est hyper concentré, tout ce que vous voulez. Là, on n'a pas le même Daniil, hein. On n'a pas le même Daniil. Là, je me souviens à Roland, c'était jamais le grand Daniil. C'était pas ça. Il y était pas, Daniil. Il y était pas. Et ben là, je vous dis qu'il va pas laisser passer sa chance. Parce que là, il peut faire une demi-finale ou une finale.
mais pour moi sans problème, à Roland-Garros. Parce qu'il a un parti de tableau qui est très intéressante. Donc, voir Daniil gagner, si, mettons, je pars sur ma théorie, mettons que Daniil sorte de cette partie de tableau. Ça paraît fou, hein, mais mettons que ça sort de cette partie de tableau. Ça me paraît dingue. Paraît dingue, mais pourquoi pas? Mettons, il sort, et ben il se choperait Carlos Alcaraz. Et ben Carlos Alcaraz, je pense, battra Daniil Medvedev parce que Carlos Alcaraz a des meilleures conditions. Si c'est Novak Djokovic qui passe de l'autre côté, je pense que Novak s'imposera également. Donc je ne vois pas, par contre, Daniil Medvedev s'imposer sur le tournoi. Je pense qu'il bloquera sur le gros monstre de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire que le monstre qui va sortir de l'autre côté, il va venir bouffer. Il va le bouffer. C'est terrible, mais parce que Daniil, mais je dis ça, Daniil, voilà, lui, il sait faire. Il sait gagner un match du Grand Chelem en 3-7. Il sait faire ça. Et une finale, il connaît, etc. Donc je pense que ça va être vraiment hyper intéressant de le suivre. Comme je l'ai dit, il a beaucoup de premiers matchs pour prendre des marques. On verra bien comment ça démarre aussi, hein. Parce que si on voit que ça va pas, qu'il fait beaucoup de problèmes, qu'il y a beaucoup d'erreurs, qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, peut-être que non, il faudra peut-être changer notre fusil d'épaule. Mais Daniil, je dis pas que cette année c'est peut-être son année, je dis juste que là, il est en train de nous faire une année incroyable. Et je vous expliquais tout à l'heure, Stefanos par exemple ne fait pas l'année qu'on attend. Et pourquoi on ne fait pas l'année qu'on attend? Parce que Daniil Medvedev depuis le début, il laisse que des miettes aux gens. C'est-à-dire que Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Daniil Medvedev, ils ont tout gagné quasiment. Ils ont quasiment tout gagné. Ils ont laissé 2-3 bricoles, ils ont laissé 2-3 trucs, mais ils font des finales partout. Soit ils sont en finale, l'un des trois soit est en finale, soit gagne. Pour faire très simple. Il doit y avoir quelques exceptions, genre des Roublev, etc. Mais c'est tout. Vraiment, il n'y a quasiment rien. Si tu prends les trois que je vous ai cités, ils gagnent tout depuis le début. Et Stefanos, lui, n'est pas du tout dans cette... Justement, il n'y est pas là-dedans. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il va falloir vite trouver une solution. Et je pense que je ne sais pas qui va sortir de ces trois-là, mais pour moi, ils sont vraiment les trois favoris. Pour moi, il y a vraiment Carlos devant, Novak en 2, Daniil bien en dessous quand même, hein, faut pas exagérer. Puis après, vraiment, on a le pool des Stefanos, des Rune, des Ruud, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous citer, mais des Sinner, évidemment, pourquoi pas. Mais pareil, je pense que le Sinner Medvedev, déjà, il donnera un énorme indice, parce que Sinner, il est bon sur terre battue, et si jamais Sinner, Daniil le passe, là, je pense qu'il rentre dans la catégorie des favoris de finale. Déjà, ça veut dire qu'il sera en finale. Voilà. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce tournoi. J'espère que je pourrai voir le maximum de matchs. Je sais qu'il y a des matchs que je pourrais pas voir. Il y a des choses que je pourrais pas... Voilà, je pourrais pas tout voir parce que je travaille, malheureusement. Mais j'ai quand même un emploi du temps assez allégé la semaine prochaine. Donc, je pourrais voir quand même beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on va se régaler. Je vous ferai des vidéos régulières, évidemment, pour vous parler du tournoi. Pour peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours, selon, évidemment, l'actualité, évidemment, les matchs. Moi, je regrette évidemment qu'il n'y ait pas Rafa dans le tournoi parce que voilà, pour moi, c'est évidemment mon joueur préféré. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous la mettrai en fiche si jamais vous ne l'avez pas vu, que vous tombez sur cette vidéo. Je vous ai fait un petit peu mon débrief de l'interview et de la conférence de presse, pardon, plutôt de Rafa. Voilà, c'est vrai que le tournoi perd un petit peu en saveur, mais malgré tout, il faut qu'on s'y habitue aussi. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, là, j'ai vu aussi parfois qui disaient voilà, c'est bon, le tournoi est fini, etc. Le tournoi, il a existé avant Rafa et il existera après Rafa. Et il va falloir s'y habituer. Alors, je trouve qu'on s'y habitue peut-être plus tôt que ce qu'on l'aurait imaginé, mais on va finir par s'y habituer. Et c'est comme on va finir par s'habituer à qu'il n'y ait pas de Novak à Wimbledon, qu'il n'y ait pas de Novak à l'Open d'Australie. Comme on s'est habitué, là, il n'y a pas Roger à Wimbledon, et voilà, on va s'y habituer. Alors, c'est vrai qu'on avait 3 monstres, et quand il y en aura le premier est parti, Rafa, il est sur la fin, Novak, on ne sait pas, on va voir, mais voilà. Il y a un moment, là, il va falloir aussi que cette nouvelle génération, elle vienne s'imposer, elle vienne les chercher. C'est pour ça que moi j'aimerais bien que Daniil Medvedev aille le chercher, que Carlos Alcaraz aille le chercher. Parce que pour que ces gens s'arrêtent, pour que les Novak s'arrêtent, pour que les Rafa s'arrêtent, il va falloir que la nouvelle génération les pousse dehors. Et il n'y a pas le choix. C'est pas eux qui vont s'arrêter. Ils s'arrêteront pas. Et on le voit, ils jouent jusqu'au bout, ils se cassent en 1000 morceaux jusqu'à jouer. On le verra, Novak il va faire ça, on le sait tous. Rafa il va faire ça, il va se casser jusqu'au bout. Et au moment où ça va péter bien comme il faut, là ce sera fini, comme Roger. Ça a cassé bien comme il faut, on revient pas. Et on sait pas, ça se trouve d'ailleurs, Rafa, ça a peut-être bien cassé comme il faut, on verra bien, il va tenter de revenir, on verra. Mais voilà, c'est le moment. Là, parce que le tournoi, là, c'est un tournoi qui peut permettre à un joueur, et puis Carlos Alcaraz, là, s'il remportait Roland, je pense que ça serait hyper important pour sa carrière, parce que là, il commencerait à enfiler des titres du Grand Chelem qui sont quand même importants, et ça le positionnerait vraiment sur cette décennie-là comme étant le mec qui va tout casser sur son passage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon gros soutien, et je vous en remercie de soutenir financièrement la chaîne YouTube dans ces projets. Et bien sûr, dans les commentaires ici, je vous invite à commenter cette vidéo, me dire ce que vous en pensez, quels sont vos favoris, quels sont les matchs que vous voulez voir, etc. etc. Ça m'intéresse, j'ai hâte de vous lire. On se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!